En gros, parler des livres, c'est parler d'histoires de livres. Et ces histoires de livres, on les déploie tout autour comme une spirale. Le livre, il est actif pour ce qu'il va débusquer bien au-delà de lui. Alors on se promène dans ces au-delà, et puis de temps en temps on fait bonjour au livre. On se rappelle que c'est toi qui nous a provoqué ça, et finalement il y a un équilibre qui se crée où à la fois se lire, écrire, il ne se passe pas du livre, mais il vous redonne votre liberté d'aller explorer devant vous, avec les mains, ce qui finalement est déjà à l'intérieur de vous. Il vous aide le temps de la lecture à donner l'illusion que c'est dehors, un petit peu plus loin. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça déplace? Quand vous cessez la lecture, qu'est-ce qui reste à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des traces un peu matérialisables dont vous puissiez vous saisir? C'est là où l'exercice là, du temps de la vidéo, du temps de parler plutôt que écrire, attendre, etc., donne un vertige qui, là, depuis quelques mois, m'est nécessaire. C'est pas que ça remplace l'écriture, ça la contrebalance, ça l'élargit, ça l'ouvre, et on se retrouve dans un système équivalent. Alors, aujourd'hui, là, ça fait pas mal de temps là, que je traîne avec ce livre, Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire, ou les incipits. Et la difficulté à en parler, c'est que je me sens en partie loin de ce qu'il raconte, parce que les formes du roman qu'il défend sur les cloches de Bâle, les communistes, etc., je m'en suis éloigné. Comme lui, après ce livre qui date de 1969, quand il propose par exemple Blanche ou l'oubli, ou théâtre roman, ou même ce qui se joue de narratif dans son Matisse roman inachevé, c'est la dette à Aragon, en dehors des grandes rythmiques à 14 et à 16 qui développent dans ses poèmes et qui nous changent le rapport nous aussi à la prose, c'est plutôt là que serait là où il reste vivant pour nous, en dehors de l'aventure du surréalisme, qui est une aventure collective, et où là, dans la dette, on les embrasse tous ensemble, quelle que soit leur misère, leur colère, leur brouille, leur petitesse, etc. Il y a toujours Nadja qui marche devant et qui nous embarque ou ralentir travaux, etc., etc. Je suis déjà trop loin, je reviens. La question, pour moi, c'est que ce livre, je l'ai eu longtemps. Je l'ai eu longtemps, et à un moment donné, les livres perdus, le problème, c'est qu'on ne s'aperçoit pas quand on les perd. Ça peut arriver une fois, un truc de Lovecraft, aller être à New York, tu reviens à la voiture, tu dis « Merde, j'ai oublié le bouquin !» Ah, c'était tout au sud de la Sardaigne. Tu retournes en courant dans les dunes, etc. Puis non, ça y est, le bouquin est envolé. Bon, là, tu sais que tu perds un livre. Mais un livre, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu l'as perdu parce que tu le cherches. Et il y a longtemps que je n'avais pas cherché ce livre. J'en avais un souvenir précis, et c'est de ce souvenir dont je veux parler. C'est un souvenir en cascade. La première chose, c'est que c'est une question, alors toujours dans les éclairages là, qu'on commence à déployer de ce dictionnaire du comment écrire, là, qui est comme une sorte d'éclatement où par le fait qu'on sépare petites choses après petites choses, on devient plus fort dans l'ensemble de ce qui intervient simultanément, et en tout cas sans processus autoréflexif quand on écrit. Et la première, c'est la légitimité, c'est-à-dire le saut intérieur qu'on doit accomplir en dehors des lieux qui vous confèrent cette légitimité parce que c'est normal sup, etc. Bon, ça c'est pas mon chemin. Et justement, il y a un moment donné où tu te dis de quel droit tu le fais et comment tu t'arroges ce droit de le faire. Et puis ensuite, le fait que ce saut te semble brutal. Tu veux publier, ouais, mais t'as quoi? Tu connais qui? Comment on s'y prend, etc. Et bizarrement, je crois que c'était des murs encore plus lisses, encore plus opaques. Il y a 40 ans, pour ceux de ma génération, maintenant, on a l'impression que le mur est beaucoup plus
c'est bizarre en fait. C'est pas un mur sur lequel on cogne. Avec le web, avec tout ça, c'est comme si c'était une sorte de brouillard. Tu peux traverser. Mais en tout cas, bon, ça c'est pas la question. La question c'est celle de la légitimité. Et moi dans ces époques-là, donc milieu des années 70, avant cette espèce de rupture, qu'une rupture pour moi géographique, c'est-à-dire arriver à Paris avec un sac de sport, un copain qui m'héberge, rue Lafayette, 7e étage, et puis là, se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écrit bon, là, c'était avant. Cette légitimité, elle se fait alors même, enfin, elle doit se constituer alors même qu'on n'a pas les textes, qu'on n'a pas la vision, qu'on n'a pas les intuitions, qu'il y a quelque chose de sourd et qu'on ne peut pas reconnaître en soi. Moi, les deux bouquins que je garde là, à part par exemple la poésie, Tristan de Tzara, et ça, l'homme approximatif de Tzara, c'est comme si chaque fois que je le relisais, il n'est pas loin, là, il doit être là, ça me revient comme il y a un demi-siècle, quoi. Et ces deux livres, c'était un bouquin d'un Italien qui s'appelait Grammaire de l'imagination. À l'époque, je ne connaissais pas Calvino, je ne connaissais pas Manganelli, etc. C'était pas là. Ça n'existait pas, tout simplement. Mais ce livre qui parvenait pour des questions de didactique, etc., tout d'un coup, ah ouais, l'invention, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui, en soi, comporte des mécaniques. C'est-à-dire, la mécanique suffit pas, mais si tu déploies ces mécaniques, tu as plus de chances qu'advienne la glissade. Et ce Grammaire de l'imagination, c'est pareil, c'est un livre que j'ai plus depuis longtemps. Je pense que si je le relisais aujourd'hui, je serais forcément déçu, justement, parce qu'il y a eu Calvino, il y a eu tant d'autres. Et puis l'autre, c'était ce livre, 1969, Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire. Et pour moi, ce titre, là, tout d'un coup, on t'enlève la chaise de sous toi, quoi. Ah bon? C'est pas qu'écrire s'apprend. C'est que il n'y a pas besoin d'apprendre pour écrire. Et en même temps, quand tu as passé les heures là à le lire, tu t'aperçois que dans ce non-apprendre, il y a tellement et tellement. Il y a 2 pages extraordinaires sur le babil de chaque auteur. Et le babil de Dostoïevski, le babil de Balzac, et le babil, il arrive au Ulysses de Joyce. C'est-à-dire, et là, tu comprends aussi ce que ça a pu être pour ces gars-là. Tu commences, t'es tout frémissant de pulsion à écrire, et puis arrive ce monument. Joyce, ok, the work is done. Le boulot est fait, t'as pas besoin d'y revenir. Ben ouais, mais toi, comment tu vas continuer s'il y a ce truc qui a pris la place? Oh, c'est des choses comme ça qui font que on peut pas lire de façon détachée. J'y reviens. Alors, ce livre, pour moi, je l'ai toujours gardé dans un coin de la tête. D'abord, je l'avais gardé matériellement. Il est reparu aussi, alors c'est la collection Skira, Albert Skira, éditeur, et ça a été repris chez Flammarion, collection Sentier de la création. J'en ai eu plusieurs, et alors je déballe tout de suite mon truc. Le souvenir que j'avais de ce livre, c'est une page, ça pour moi qui m'avait plus troublé, émerveillé, où c'était identifié à Aragon. On racontait que dans cette époque de formation à l'écriture, il recopiait des passages. Et moi, dans mes cahiers, je le faisais aussi, mais on fait des choses comme ça sans pourquoi, on fait des choses... Non mais, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas, est-ce que c'est... Et tout d'un coup, j'avais cette révélation que recopier, et la page était lumineuse, pourquoi? Parce qu'il disait que dans sa pratique, apprendre les auteurs, non pas par la tête, mais à recopier manuellement la phrase, les questions de rythme, de vitesse, de disposition syntaxique, des points, des tenseurs, des centres de gravité, c'était pas son vocabulaire, mais dans cette matérialité de phrase, il y avait le temps, ce que je trouverai plus tard chez Kafka. Quand Kafka il dit
L'image, c'est le temps qu'on prend à prononcer une phrase. Ça, on n'est pas là dans le thème d'aujourd'hui. L'image qu'il y avait dans ce dont je me souviens, c'est une comparaison, une métaphore toute bête. C'est-à-dire, quand tu recopies une phrase, par rapport à la lecture, il y avait cette question du lire-écrire. C'est-à-dire que tu lis en réécrivant. Copier-coller. Tu colles pas, tu recopies. Question ça aussi, c'est-à-dire la question de l'attention, la question de la reprise manuelle, la question du corps. C'est comme quand tu passes dans un paysage en voiture, et qu'au lieu de le passer en voiture, tu le fais en bicyclette. Et je me souviens de ce truc, mais avec... pour moi, en quoi c'est déclencheur? Enfin, allez pas vous moquer de moi. C'est-à-dire que oui, ce que tu es en train de faire dans tes cahiers, c'est un processus. Avec quoi tu écris? Tu n'écris pas avec le dictionnaire, même si tu as aussi le dictionnaire. Tu n'écris pas avec tes idées. Tu écris avec cette matière syntaxe, ces déplis de temps, de rythme, et tout ça que te lèguent les auteurs dont tu cherches le babil. Et ça s'éprouve avec les mains, en recopiant, et ça suppose une lenteur. C'est-à-dire, ce que me révélait ce tout petit truc là de la comparaison, recopier, c'est la même différence par rapport à un paysage, c'est que cette notion de paysage était là. Bon, voilà, ça m'était resté ultra clair. Tu fais le paysage à bicyclette, pourquoi pas à pied? Plutôt qu'en voiture, parce que tu recopies, eh bien tout d'un coup, la perception de la langue devient autre. Alors, il y a quelques semaines, j'ai farfouillé dans les trucs d'occasion, et il y en avait un qui était encore à un prix assez accessible. Même là, je crois que c'était 38, choses comme ça. Mais moi, c'est un petit peu mon défaut aussi. Quand tu te mets un petit grain dans la tête, là, tu n'y échappes pas, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, ça fait rien, t'y vas. Puis là, ceux qui restent sur Internet, dans l'occasion, tu t'aperçois que les prix... Ça, c'est... D'où le fait qu'avec Patreon, là, on se fasse une petite bibliothèque de travail. Parce que ces livres qui sont des marques, des repères sur comment on parle de l'écriture parce qu'on l'a fait, l'écriture. C'est pas l'approche de Jeunette, si excellente que ça puisse être, parlant de ce qui se passe chez Flaubert, parlant de ce qui se passe chez Proust. C'est pas un mécanisme intellectuel parlant de la jeunesse de l'œuvre. Et pourtant, les gens comme Jeunette, ce qu'ils ont bousculé comme ça d'un coup, c'est nous apprendre à penser qu'une œuvre est une genèse arbitraire de sa propre écriture, qui se révèle rétrospectivement à l'œuvre, pour l'auteur, ou pas forcément même. Peut-être que l'auteur n'est pas le premier qualifié pour énoncer ce rétrospectivement, mais que dans notre espace de travail, ce que plus tard je retrouverai aussi chez Julien Gracq. Julien Gracq, Lettrine 2, où en lisant, en écrivant, ce sont des espèces de pivots, parce que comment on écrit un paysage? Comment Balzac vous induit à écrire, etc., etc. Et c'est ces prolongements, ce que je disais sur le noyau du livre, et puis ce qui s'éprouve à côté. Alors, dès que j'ai reçu ce livre, je me suis dit, allez, je l'ouvre, et je le lis, je veux retrouver cette page où on dit que recopier, c'est une question de lenteur, et recopier, c'est comme traverser un paysage, non pas à vitesse automobile, mais à bicyclette. Et je m'en rappelle pour une autre raison, très précise aussi, c'est que on était en 1918 ou juste après, c'est-à-dire à Aragon comme Breton, vous savez, ces étudiants en médecine balancés comme brancardiers, infirmiers, qui reviennent avec les yeux comme des soucoupes de ce qu'ils ont vu. Et puis, le chemin à l'écriture, il se fait par Dada. Là, il en parle aussi de l'irruption de Dada dans la vie parisienne intellectuelle. Et donc, biographiquement, c'était vraiment situé une espèce de retrait. La guerre continue ou s'arrête, il faut penser à ce qui va reprendre et qu'on est tellement différents. Il y a une espèce de vide qui s'installe autour. Et ce dont je me souviens,
c'est que dans cette page-là, où il y avait ce truc, pourquoi il était là, pourquoi il était à bicyclette, et que il y a une maison abandonnée. C'est ce qui est très bizarre, c'est que là aussi ça se mélange. Peut-être vous connaissez le journal de guerre de Ernst Jünger. Vous savez, Jünger, qui est de la même génération, peut-être un peu plus vieux, et qui avait toujours sur son bureau son casque de la Première Guerre mondiale. Et dans ce casque, il y a le trou d'une balle française qui rentre ici, et un autre trou qui est sorti là. Et lui, toute sa vie, avait ce casque-là, parce que la balle, quand elle est entrée dans le casque, elle a été déviée, elle a longé la paroi du casque, elle est ressortie en face. Ça, c'est Jünger, Orage d'acier. Mais dans le journal de guerre, ce type, qui en tant qu'officier nationaliste, légitimiste, se trouve embringué dans l'aventure nazie et l'occupation parisienne. C'est des problèmes qui ne sont pas réglés aujourd'hui, le statut de Jünger. Mais quel écrivain! Comment se passait de Jünger? Et dans cette marche-là, de l'armée allemande venant vers Paris, évidemment, les populations ont fui, l'exode. Lisez dans Céline, Féerie pour une autre fois, je crois, ce récit fou d'exode. Et il est hébergé en tant qu'officier dans une maison bourgeoise, petite ville de province. Et puis là, il y a les livres, et dans la bibliothèque, il y a un Hölderlin. Et Jünger reclasse les livres de la bibliothèque, les range, remet le Hölderlin où il doit être. Et dans cette page que je suppose être d'Aragon, et dont j'étais sûr, mais j'aurais parié des sous et des sous sur ce fin des sous. Tiens, j'aurais donné le livre qui m'aurait prétendu que je me trompais. Pour moi, il y avait un récit du même ordre. C'est-à-dire que cette période-là, il y avait une maison de hasard, parce qu'on est logé là. Et dans ce logement, alors qu'on se bat contre l'Allemagne, langue, peuple, même si pour nous aujourd'hui, cette immense boucherie, ça nous semble tellement l'aventure du capital contre lui-même. Bon, c'est pareil, partons pas dans toutes les directions. Mais c'est là qu'il découvre ou relit Rainer Maria Rilke. Et dans mon souvenir du texte d'Aragon, ce qui était fascinant, c'est qu'il y avait ces mots Rainer Maria Rilke, écrits en gros, en italique, capital, au milieu avec une ligne en blanc avant, et que le nom Rainer Maria Rilke trouait le texte. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Rilke. Qu'est-ce que c'est Rilke? Et tu pars. Cahier de Mals-Laurits-Brigg. Et quand tu as lu Cahier de Mals-Laurits-Brigg, voilà les autres pistes qui s'ouvrent, etc., etc. Alors, dans mon impatience, je déballe le livre, j'ai jamais retrouvé. Ça parle pas de Rilke à un seul moment, et mon passage sur recopier à la main, il est pas là. Alors depuis, là, ça fait 3 semaines que je me dis, mais où j'ai lu ça? Je l'ai pas inventé. Alors, par exemple, j'ai aussi une édition, c'est une autre histoire, je ne raconte pas aujourd'hui. Ça s'appelle L'œuvre poétique complète d'Aragon. Et j'aime bien parce qu'il y a le paysan de Paris, il y a le roman inachevé, La veille où Grenade fut prise, etc., etc. C'est des bains de langue, et puis c'est ce laboratoire des années surréalistes, tout en détail, pièce à grand spectacle. Le délire du fantassin, pour demain. Et puis il y a des introductions très tardives, etc. Alors dans ce matériau qu'a ajouté Aragon, il m'a semblé ensuite que si je me trompais, que ce n'était pas dans ce livre, ça devait être dans un des textes, là, comme ça. Alors depuis, je farfouille, et puis je suis tombé sur, regardez ça, Télémaque, dans les années 1924. Eucharis. La répétition d'un même mot sur 6 colonnes et 30 lignes. Sol des cris sans lien, plante folle, la terre court on ne sait où, et nous serrons contre nos goussets les tables de la loi physique avec de petits sourires approbateurs, avec quelle ingénuité nous lions par des rubans formules un bouquet de pâquerettes et de roses les fonctions de l'espace et du temps qui se laissent faire indulgemment. En attendant, je sens que de plus en plus, j'allais dire chaque jour, les éléments de la connaissance se brouillent, fondent, que je laisse fuir encore 2 ou 3 notions sans effet de toute possibilité de retour au pays des horloges. Une lente dissolution de ma personnalité, voilà ce que je redoute. Comme je suis seul,
Je ne peux pas devenir fou. Vous voyez comme on est proche là aussi du paysan de Paris qui est plus tardif que ça. Et puis je suis tombé en 1920. C'est par exemple les textes de Sandrard sur la ville et le cinéma, 1911-1913. Puis ensuite il y revient en 1926, au moment de Jean Epstein. Artaud, 1926-1928, le texte sur le cinéma. Mais là, il y a un texte sur le cinéma en 1920. Ouais. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, j'ai pas retrouvé mon texte. Alors, toute cette vidéo pour en arriver là, non, quand même. Ce que j'avais totalement zappé, par contre, c'est comment ce livre. Comment commence « Je n'ai jamais appris à écrire ». Et il commence par un truc que j'avais totalement zappé de ma mémoire. Voilà. Ce commencement de moi. Alors, cette question de réflexion ou les incipits, le mot incipit au singulier, c'est quelque chose qui développe tout le temps. C'est-à-dire comment la première phrase peut amorcer toute l'aventure d'écriture, et ça, il fait le job. Ça reste un bouquin costaud sur cette question-là. C'est quand vous posez les premiers mots. Est-ce que vous travaillez de vous en amont pour poser ces premiers mots et qu'ils enchaînent déjà, qui contiennent déjà la totalité. Alors, lui travaille ça avec Joyce, avec Roussel, avec Lewis Carroll, avec le surréalisme, évidemment, avec même les phrases à un moment donné. Où allez-vous, Paulette? Ou un machin comme ça. Il se moque de lui en prenant comment des phrases aussi désamorcées, aussi littéraires, peuvent entraîner, déporter la narration vers plus de monde qui vient. Bon, tout ça, je ne regrette pas l'achat. Ce commencement de moi, 3 points. J'ai très vite appris à lire au sens enfantin qu'on donne à ce verbe, c'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Il est beau le mot étonnement, là. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts et qu'on entreprit m'enseigner, ça c'est Aragon, l'élision. Qu'on entreprit de m'enseigner, non. Et qu'on entreprit m'enseigner. Comment le tenir, entracer des signes séparés, et tout ce qui s'ensuit, en 2 mots, juge une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais difficilement encore, il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté, par exemple, de reconnaître le lion dans 4 lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot « lion » et même imiter le lion par le geste, le grognement et la fureur, comme je l'avais vu une fois au jardin d'acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire, puisque je le savais déjà. C'était là le plus grand obstacle que ceux qui voulurent m'enseigner l'écriture trouvaient sur leur chemin. Un obstacle quasi insurmontable, tel était mon acharnement. Et je trouvais ces gens stupides, lesquels n'entendaient pas ce que je leur disais, qui me paraissait l'évidence. Je cassais mon crayon, je le jetais par la fenêtre. Enfin, on y renonça. Ma mère disait que c'était affreux. Un enfant qui ne saurait jamais écrire. Moi, je m'en passais. Je dictais ce qui me traversait la tête à ces 2 tantes que j'avais. Je constatais qu'après, leur gribouillis restituait pour d'autres yeux ce que j'avais dit, très exactement, si bien que la parole dite me paraissait fort suffisante. Quand on eut renoncé à me voir écrire, cela me donna de longues heures, pour moi tout seul, dans le mépris où l'on m'abandonnait avec quelque tristesse. J'en profitais pour réfléchir, dire à voix haute ce que je pensais. Quand personne n'était à portée de m'entendre, il m'en souvient, je m'émerveillais, remarquant l'identité de ce que j'avais voulu dire et de ce que je disais, et cela me rendait encore plus dédaigneux d'écrire. Tout de même, à me parler ainsi, je pris l'habitude de me poser des questions, d'y donner des réponses, parfois bizarres. Je pris goût à leur bizarrerie, parce que, je vous le demande, pourquoi se répondre ce qu'on savait avant de le dire? C'est ainsi que me vint l'idée d'inventer mes réponses. Et l'invention est posée dès la 2e page.
de toutes pièces. Je pouvais bien avoir 6 ans ou pas encore. Ainsi que me vint aussi à l'esprit un certain mépris de mes tantes pour leur fidélité à reproduire ce que je leur disais, au lieu d'écrire autre chose, comme je l'aurais sûrement fait à leur place si j'avais su écrire. Par exemple, si je leur dictais que ce matin-là, on avait perdu le petit châle blanc de ma grand-mère, c'est ça, etc., je passe un peu. Peu à peu, je me mis à me persuader que l'écriture n'avait pas du tout été inventée pour ce que les grandes personnes prétendaient, à quoi parler suffit, mais pour fixer, bien plutôt que des idées pour les autres, des choses pour soi, des secrets. C'est une phrase, des secrets, point. Le jour où cela me vint à l'esprit, j'en fus si frappé que je me mis à tenter d'écrire en cachette sur n'importe quoi. Le papier, les murs, avec une passion violente. On m'en tira les oreilles, on me flanqua des gifles, rien n'y fit. Quand on me demandait « Mais enfin, qu'est-ce que ces gribouillages dont tu salis tout, les nappes, les cabinets qu'on vient de repeindre, l'intérieur des placards, enfin, c'est infernal. » Moi, je continuais de plus belle. Je jouais au secret. Voilà ce que personne ne pouvait savoir. Et c'était un jeu qui m'enflammait, d'abord parce qu'il me forçait à avoir des secrets, puis à leur donner forme, comme si j'avais un correspondant, un ami, qui seul pouvait les comprendre, mes griffouillis, qui seul aurait pu me rejoindre par ce même moyen. Et voilà, ce que j'écrivais, comme je l'écrivais, ce qu'on pouvait en déchiffrer, etc., etc. Ça finit le passage par « J'écris comme cela des romans ». Je ne vais pas vous bassiner plus, et puis, comme je vous l'ai dit, le PDF est disponible là, dans le Patreon. C'est une bibliothèque privée, usage personnel uniquement, mais je crois qu'on a ce devoir-là quand les livres ne sont plus accessibles. Alors je reste sur ma faim. Elle est où cette fichue phrase avec Rainer Maria Rilke et puis cette digression sur recopier à la main qui vaut tellement mieux que la lecture parce que c'est pareil que passer en voiture ou traverser le même paysage à bicyclette. Et puis ici, cette idée qui me... En gros, on écrit, on publie, on écrit sur le blog, quand bien même personne verra la vidéo, personne viendra lire le billet de blog, ou si peu, ou tellement peu. Le publier, c'est pour un autre. Le publier, c'est une adresse. L'écriture se constitue dans l'adresse, même si le théâtre fait de ce processus même sa discipline. Et puis là, quelqu'un vient vous dire « J'écris pour me fabriquer des secrets qui ne préexistent pas au fait de les écrire. » Ensuite, il y a un très beau passage aussi biographique dans les souvenirs d'enfance d'Aragon où c'est ce qu'il fabrique de ces secrets, il les cache dans un arbre, c'est dans une villégiature, et un type vient farfouiller dans ses cahiers, etc. etc. Bon, il y a de la matière là-dedans. Mais cette idée-là, qu'on écrit pour se fabriquer du secret, pour se constituer sa propre épaisseur de secret. Et que écrire, dans ce cas-là, n'est pas adresse vers l'autre, n'est pas mouvement vers publier. Bien sûr, il va publier un peu, le Louis Aragon. Voilà, c'était la chronique d'aujourd'hui. À tâtons, il ne s'agit pas de livres, mais de comment soi-même on travaille sur soi, en soi, puis que tout d'un coup surgissent des concepts. Publier, oui, mais le secret. Et l'écriture qui se forme pour le secret. Elle est différente de l'autre, ou bien justement ce qu'on publie, ça prend sa force de ce qu'on entraîne de ces harmoniques de secret. Voilà pour aujourd'hui.